Donc il y a des moments, les voleurs, bon, on les pendait, etc. Alors qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Alors yin et yang, oui. Plus on évolue, plus on avance vers, je dirais, la métaphysique ou la théologie, qui est la compréhension des rouages. C'est plus loin que les notions habituelles auxquelles on a accès. Ben, il y a des moments où on va se demander si telle chose c'est bien ou mal. Mais on va tellement se le demander que on va pas prendre peur, je dirais. Mais on n'a plus la notion de bien et de mal classique. On va avoir la notion de recherche spirituelle. Et là, ça devient curieux. Parce que ce qu'une personne qui va à l'église tous les jours va considérer comme mal, si on monte dans la théologie, ben on va peut-être plus la considérer tout à fait comme mal. Parce qu'on va réfléchir, au lieu de naïvement recevoir les informations sans les disséquer. Les interdits religieux sont là pourquoi? Mais pour le grand nombre, pour le peuple, pour canaliser le peuple. Les interdits sont-ils faits pour être franchis ou pas? Quelquefois oui. Je ne peux répondre. Mais c'est ça. Voilà. Et donc doit-on transgresser un interdit? Bon. On nous dit dans la Bible seront maudits ceux qui font de la nécromancie ou du spiritisme. Bon. Doit-on le faire ou pas? Si on le fait sans comprendre et qu'on se fait piéger par les âmes noires, évidemment, on sera maudit parce que là, la Bible a eu raison. On a transgressé un interdit sans comprendre ce qu'on faisait, donc tant pis pour moi. Par contre, si je le transgresse, que je le fais, que je comprends pourquoi il ne faut pas le faire, j'aurai acquis une expérience supplémentaire, même en faisant quelque chose d'interdit. Donc après, on peut pas aller plus loin, je dirais, dans un discours, parce que c'est à chacun de sentir, de voir, de percevoir ce dont il a besoin pour comprendre plus loin. Mais c'est l'expérience vécue. C'est pas la lecture des livres qui va nous faire comprendre des choses. C'est l'expérience vécue. On fait un stage sur l'exorcisme. Bon. C'est bien. Ça, c'est une expérience intellectuelle. Vous allez après vous entraîner. Dès lundi, vous commencez vos respirations. C'est-à-dire, c'est mieux. De l'intellectuel, vous passez à une forme de pratique d'entraînement. Bon. Et si vous en restez là, j'aurais été très content de vous rencontrer. Ça m'aurait fait plaisir. Vous aussi, j'espère. Mais si vous ne faites jamais l'expérience d'exorciser vraiment quelqu'un, pour voir ce qui se passe, il vous manquera cette expérience. Il ne faut peut-être pas le faire qu'une fois, mais 2 fois, 3 fois, peut-être 10 fois. Si ce n'est pas votre nature, ne persévérez pas dans l'expérience. Mais il faudra le faire quand même. Si on veut savoir, si je veux savoir ce que moi je vaux dans un combat, je suis obligé de descendre dans l'arène et puis d'affronter le lion, le démon, le diable ou ce qu'on veut. Pour voir. Expérience. Et c'est cette expérience qui va m'apporter réellement quelque chose. Autre question? Oui? Vous parliez de la peur tout à l'heure comme étant une énergie qui pouvait être mangée, oui. Qui pouvait alimenter. Quel est l'antidote? Pour ne pas avoir peur. Respiration. Respiration intensive. Ça diminue fortement la peur parce qu'on se sent bien. Si on a peur, c'est qu'il y a une fissure. Il y a quelque chose qui est lézardé. Il faut alimenter forcément, c'était ça ma question. Il faut alimenter donc l'âme blanche. Pour pas avoir peur, il faut alimenter l'âme noire. Ah bon? Une puissante âme noire nous aide à être bien. Et quand on est bien, on peut mieux travailler l'âme blanche. Alors, il y avait une autre petite question qui traînait. Oui. Mais si on a une puissante âme blanche, pas beaucoup d'âme noire. Alors, ça n'existe pas. Hélas. Hélas. C'est comme un arbre. Un arbre. Plus... Il y a quelqu'un qui écoute de la musique, là? Chut, on va bientôt faire la pause. Plus un arbre développe son feuillage vers le ciel, plus il doit enterrer profondément ses racines
Sinon, le moindre coup de vent le couche et il meurt. Donc, on doit développer son âme noire, sa puissance, et son âme blanche, son amour mystique. Mais plus on aura une âme noire, alors on a déjà l'un ou l'autre en général. Soit vous êtes déjà puissant un peu dans le noir, soit vous avez déjà l'amour mystique. Il faut travailler ce qu'on n'a pas. C'est ça, l'art, c'est l'équilibre. Mais l'âme noire, respiration. Alors oui. En fait, je voudrais venir sur le cas des enfants. Vous avez dit qu'elles avaient un embryon d'âme blanche oui. et un embryon d'âme noire. Oui. Si on ne doit pas développer leur spirituel, oui. donc ils ne vont pas développer leur âme blanche. Oui. Seulement l'âme noire, c'est le passionnel et l'instinctif qui vont développer. Oui, plus ou moins. S'ils meurent en bas âge, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, vers 5-6 ans, qu'est-ce qui va leur arriver, quoi? Alors, il arrive, tout dépend qui. Bon, ça repart dans le grand tout. Si il n'y a pas eu, il y a deux cas, il y a l'entité qui arrive pour la première fois. De toute façon, le bébé qui naît, il arrive pour la première fois. Là, il n'y a pas de phénomène de réincarnation. Il arrive, le bébé, avec son petit esprit, sa petite âme blanche, sa petite âme noire, son petit corps. Tout en état embryonnaire. Ça va se développer. S'il y a une réincarnation, vous avez un esprit, un gros esprit, une grosse âme blanche, qui va voir avec son télescope, quelque part, un tout petit contenant. Et lui, il veut descendre en entier. Mais c'est trop petit. Alors il va descendre par morceaux, il va envoyer un petit peu. Puis un petit peu, puis un petit peu. Et on va avoir une forme de réincarnation. Alors, le stage n'est pas un stage sur la réincarnation, mais une espèce de réincarnation qu'on pourrait appeler par greffe, par lente osmose, et qui peut se terminer à 18 ans ou à 30 ans au Jourdain. Donc, c'est pas forcément instantané. Le bébé, il n'est pas en général réincarné. Alors, ça, c'est un cas précis. Si celui-là, il meurt, l'autre, il prend sa paille et puis il récupère tout. Bon. Dans le cas d'un enfant qui n'est pas de cette nature, la nature réintègre le corps par la décomposition, réintègre la petite âme noire de la même façon, réintègre la petite âme blanche et puis l'esprit. Et puis on recommencera après. Mais c'est une moisson qui est coupée, verte, pas mûre. Donc on peut pas en faire grand-chose. On fait dernière question, puis après on fait la pause. Quand on fait un exorcisme d'entité, donc l'âme noire, si elle a une âme blanche, elle s'en va, alors ça la libère l'âme blanche. Oui. Si on exorcise quoi? Tu exorcises quoi? Qui? Une entité, un fantôme. D'accord, donc c'est pas un vivant. Donc il y a un fantôme coincé dans le mur, voilà. Sur le mur ou sur quelqu'un, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Donc précise bien la question. Pour moi, une entité peut y avoir dans une pièce ou attachée à quelqu'un. Oui. Sans être possédée. Oui. Vous voyez, d'accord? Oui. Bon, d'accord. Quand on le libère, ou ça permet à l'âme blanche, il y en a une qui se dégage. Oui. Donc on enlève l'enclume. Oui. Quoique, s'il y a une âme blanche, l'esprit et l'âme blanche sont déjà partis. Dans les 40 jours qui vont suivre le décès, l'âme blanche et l'esprit s'en vont. Sauf si ça reste coincé parce qu'il n'y a pas d'âme blanche. En général, quand une entité reste coincée, c'est parce que l'âme blanche n'existait pas. Donc on a une âme noire. C'est une âme noire qui va se trouver collée dans un lieu ou collée sur une personne. Et c'est elle qu'on va dégager. On ne va pas la dégager au sens spirituel, où elle va après monter au ciel. Non, l'âme noire, elle ne monte jamais au ciel. L'âme noire, elle va se refondre dans le tellurisme. Donc l'exorcisme va permettre qu'elle aille dans le tellurisme. Oui, l'exorcisme libère la victime, la personne qui vient, ou libère la maison, mais libère l'aspect, libère ce qu'on a en face de nous. Donc la possession, quand quelqu'un est possédé par une âme noire, c'est encore autre chose. Voilà, c'est pire, c'est-à-dire que l'âme noire a eu le temps, des fois pendant des années, ou par grande médiumnité, de rentrer tout entière. Et c'est une fausse réincarnation, en fait, d'une possession. C'est une incarnation par une âme noire.
Voilà, ouais, c'est une survie de l'âme noire par... les Tibétains ont des techniques comme ça de magie noire qui consistent à préparer un jeûne, parce que vous avez les sorciers au Tibet, ils n'ont pas développé l'âme blanche ni l'aspect spirituel, ils ont développé que le monde des pouvoirs, et ils veulent survivre en âme noire, consciente et puissante. Et à ce moment-là, ils vont préparer un jeûne, donc plutôt médium, à cette transmigration, donc directe, de manière, donc le préparer en abaissant le seuil de sa conscience, en lui faisant pratiquer des rituels, etc., pour qu'au décès du vieux sorcier, eh bien, l'âme noire de ce vieux sorcier arrive à se fixer sur le corps du jeune, et donc continuer une espèce de survie horizontale. Une question que l'on s'est posée dans les cas de clonage, parce qu'attention, si je prends une cellule de mon corps, je me fais cloner, j'ai un double de moi-même, j'ai le support parfait pour ma réincarnation d'après, ou même pour pas ma réincarnation, pour ma transmigration directe sans passer par le ciel. Donc à ce moment-là, je meurs, mon âme, mon ombre, mon âme noire, mon âme blanche si j'en ai une, etc. Hop, tout passe directement dans le clone, et à ce moment-là, je garde tous les défauts, c'est ce qui m'intéresse le plus, et les qualités. Et je pourrais peut-être à ce moment-là, sur le plan occulte, avoir une entité qui, de vie, de clone en clone, augmente une puissance, je dirais, assez terrifiante, parce que là, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de dissolution. Donc le clonage, on peut le voir sous son aspect ésotérique. Simplement par une cellule. Le clonage, c'est ça, on prend une cellule, hein, on multiplie la cellule et on refait un bonhomme. Et je me réincarne, je me transmigre dans moi-même. Extraordinaire. Alors, dernière question, oui. Oui, juste, sur quelle partie, enfin, je ferai de votre réponse, la conscience, elle vient se greffer à quel endroit? Et à partir de quel moment elle peut se développer si au départ on admet que l'âme noire et l'âme blanche sont embryonnaires? Oui. Or, une conscience, avoir la conscience, c'est quand même quelque chose de positif. Alors, comment cette conscience peut-elle se développer si tant est qu'elle n'existe pas au départ? Elle existe, tout existe au départ, hein, puisqu'on a des embryons. On n'a pas de choses développées. La première conscience que le bébé va avoir, c'est la conscience qu'il peut bouger ses doigts. Et puis à un moment, il prend conscience qu'il a un corps et qu'il peut attraper un objet, que sa main lui appartient. Bon. Ça, c'est le début de la conscience, mais c'est une conscience instinctive, primaire. Bon. Et l'enfant prend conscience de son corps. Jusqu'à, 18 ans, on prend conscience de son corps. On ne prend pas tellement conscience des plans spirituels ou ésotériques. Donc c'est une conscience plus développée que l'animal, puisqu'on est intellectuel. Donc on a appris plein de choses en allant à l'école, etc. Mais on a une conscience qui est surtout, un esprit qui est surtout orienté, je dirais, vers l'âme noire. Vers la matière, la profession, la reproduction de l'espèce, manger, dormir, etc. La conscience, après, qui peut se développer, c'est une conscience qui va essayer de monter vers l'âme blanche, comme si l'esprit était un voyageur qui peut descendre ou monter, et en fonction de là où il va élire domicile, il va se passer des choses différentes. C'est l'esprit qui permet d'élever l'âme noire à l'âme blanche. D'une certaine manière, mais c'est notre esprit qui gouverne quand même. Hein. Si je fais des erreurs, c'est la faute à mon esprit. C'est la liberté. Si, c'est la faute à lui. C'est ma faute puisque je suis mon esprit. Ok. Donc c'est lui qui décide, qui est gouverneur. Il ne sait pas forcément ce qu'il doit faire puisqu'il est libre. Et donc le sorcier dont on parlait tout à l'heure, à sa mort, c'est uniquement sous forme de l'âme noire qu'il persévère dans ses œuvres, en gardant sa conscience. Non, sa conscience... En gardant sa volonté de nuire. Oui, sa volonté de nuire, oui, parce qu'elle est passionnelle. Sa conscience, c'est son esprit, va se dissoudre petit à petit, va remonter. Donc, ça va lui échapper. Par contre, la mémoire, elle est là. Les passions, elles sont restées. L'amour ou la haine, il est resté. Hein.
À la limite, une lame noire de la grand-mère va protéger les enfants et les petits-enfants, si la grand-mère a une lame noire puissante. Mais le commerce avec l'âme noire de la grand-mère peut être bénéfique dans certains cas, mais vampirisant pour d'autres raisons. Alors, le conditionnement, il y a aussi ce greffé sur l'âme noire. Oui, le conditionnement, c'est l'âme noire, tout à fait. Conditionnement mental, conditionnement émotionnel, comme on disait, la psychothérapie, c'est la psychothérapie de l'âme noire. C'est ça. Et ça, l'âme noire, je ne vous l'ai pas dit, si l'âme noire correspond à 80% de ce que l'on vit, l'âme blanche, mettons 15% et l'esprit 5%. Mais la plupart de nos existences se situent au niveau de l'âme noire. Donc on ne parle plus de libre arbitre là. Il faut le gagner, son libre arbitre. Il faut arriver à le gagner. Plus on va monter, plus on va se libérer, et plus en fait on va épouser la loi volontairement. Alors qu'avant, il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Je préfère rester sur l'exorcisme parce qu'on va partir dans la philosophie et ça va être... Alors, dernière question et après on fait la pause. Non, oui. Ça veut dire peut-être un petit peu justement. Je voulais vous poser la question, médicalement parlant, il est prouvé que quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est mort, que ce soit un bébé, que ce soit un adulte qui pèse 50 kg ou 120 kg, oui. Il y a une différence entre un corps vivant et un corps mort de 14 grammes. Ouais. Donc est-ce qu'on pourrait dire que l'âme pèse 14 grammes? D'après vous, elle se situerait où dans le corps? Et est-ce que ces 14 grammes coïnciderait juste avec l'âme noire, et dans ce cas, que l'âme blanche, on peut lui donner un poids ou une imagerie? L'âme noire pèsera plus lourd puisqu'elle est plus proche du corps. Bon, donc à la limite, si ça pèse 14 grammes, on aura peut-être 10 grammes sur l'âme noire, puis 4 grammes le reste. Bon, c'est un peu tordu comme raisonnement d'essayer de faire la pesée des âmes. Mais ça reprend le concept égyptien de la pesée des âmes. Ça reprend les concepts chrétiens de la pesée des âmes. On les pèse. Et à la limite, plus ça pèse lourd, l'âme blanche, plus ça pèse lourd, plus elle est puissante, mieux c'est. En fait, on ne sait pas. Comment ? Ça, c'est pas pour faire l'exorcisme. Voilà, c'est pour notre survie spirituelle. C'est encore plus important que l'exorcisme. Bon, alors on fait une petite pause. On se retrouve à 17h. Donc il y a un quart d'heure. Un petit quart d'heure. Alors. Première chose, donc dans le cadre d'un exorcisme. Dans le cadre d'un exorcisme ou des envoûtements, je dirais des envoûtements, ça va être l'aspect laïque du problème, et exorcisme, l'aspect religieux. La première chose, ça va être le diagnostic. Parce que si on applique un cautère sur une jambe de bois, on n'aura aucun résultat. Donc le but, ça va être de déterminer dans quel cas je vais pouvoir réaliser un exorcisme et dans quel cas c'est inutile. Donc première chose, le diagnostic. Alors, tout d'abord, oui, donc, peut-on diagnostiquer un envoûtement? Alors, la plupart du temps, quand on parlait des phénomènes de possession ou des phénomènes d'envoûtement, 99 fois sur 100, on sera confronté à des phénomènes d'envoûtement. C'est-à-dire une personne qui, par un certain nombre de facteurs, a récupéré des nuisances, des énergies négatives sur elle qui viennent d'un endroit ou d'un autre et qui créent un phénomène d'envoûtement. L'envoûtement n'est pas forcément un sorcier qui plante des aiguilles sur une dagide. C'est un phénomène énergétique global qui correspond à des règles précises. Donc, le résultat, en tant qu'exorciste ou en tant que désenvoûteur,
le résultat que vous allez avoir, votre efficacité va tout d'abord reposer sur votre diagnostic. Donc il est extrêmement important de faire un bon diagnostic et de savoir si oui ou non le problème se pose. Quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années à faire du désenvoûtement, donc sous son aspect laïque, j'avais l'entraînement respiratoire, j'avais un certain nombre de techniques, et je me suis rendu compte que une fois sur deux, le rituel était efficace. Mais une fois sur deux, c'est totalement anormal comme type de résultat. Parce que soit je devais être efficace et n'avoir que des réussites, soit j'étais mauvais et je devais avoir presque tout le temps des échecs. Voilà, une fois sur deux. Bon. Et puis, je dirais, statistiquement, je me suis rendu compte que tout le monde n'est pas susceptible de subir un envoûtement, qu'il y a un nombre de symptômes, un nombre de détails très précis qui fait que l'envoûtement s'accroche ou non, que le phénomène fonctionne ou pas. Donc, le diagnostic, c'est capital. Alors, vous devez d'abord, quand vous avez quelqu'un qui se présente devant vous pour se faire exorciser, lui appliquer un premier filtre, le filtre des maladies biologiques ou nerveuses. Parce que vous avez des gens qui vont vous dire, voilà, je suis envoûté, j'ai mon ventre qui se contracte, j'ai les muscles qui se tétanisent, etc. Bon, ça peut être une maladie nerveuse, biologique, et pas liée à un envoûtement. Alors si vous vous amusez à faire des exorcismes sur cette personne, c'est bien, mais vous allez perdre votre temps, et cette personne également. Et si jamais il y a un problème biologique derrière, il vaut mieux le déceler le plus vite possible pour lui donner le meilleur conseil. Le but, c'est la délivrance. C'est pas de faire durer le mal, parce qu'à ce moment-là, on ne servirait plus Dieu, mais son contraire. Alors le diable, il n'y en a pas partout, il n'y a pas des démons partout, il n'y a pas des envoûtements partout. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en tant qu'exorciste, nous ne devons pas rentrer dans la paranoïa de l'envoûtement. Parce que ça, on a ce phénomène assez souvent, soit chez les gens qui ont subi des attaques, soit chez les gens qui voient, comme des voyants ou autres, qui voient les attaques des autres, c'est de tomber dans la paranoïa. Et après, chaque problème, c'est diabolique, c'est un envoûtement. Non, surtout pas. Premier filtre, donc les maladies biologiques ou nerveuses. Conseillez toujours à votre patient d'aller consulter un médecin. S'il n'y va pas, c'est son problème, mais au moins, vous lui avez dit. Deuxième filtre, les psychoses liées à l'envoûtement. Alors vous pouvez toujours faire des exorcismes sur des psychoses, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés, ça reviendra. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas là. Alors, la psychose qui peut résulter d'un envoûtement, ça peut être une agression occulte véritable qui entraîne un traumatisme. Et après, on a tendance à avoir tellement peur qu'on va revivre constamment les mêmes symptômes, même s'il n'y a plus le phénomène d'envoûtement. Ça, c'est une psychose. C'est très difficile de faire la différence avec un véritable envoûtement. Deuxième possibilité de psychose, celle qui naît de la faiblesse du mental. Quelqu'un qui va être trop faible et qui lit des livres de magie, de sorcellerie, d'exorcisme, qui a été voir le film au cinéma, va se croire possédé par faiblesse mentale. Donc dans ce cas-là, pour le second filtre, vous devez conseiller la consultation d'un médecin psychiatre. S'il n'y va pas, au moins vous lui avez dit. Donc ça, c'est assez facile à voir. J'ai une fois un monsieur qui est venu me voir, il m'a expliqué la chose suivante. Il y a une boule qui a commencé à lui pousser dans le cou. Alors il a été voir son marabout. Le marabout lui a dit « Oh, c'est un envoûtement très, très fort, très violent. Je vais te donner la poudre de perlimpinpin. » Il lui a donné la poudre de perlimpinpin. Le patient s'en est enduit le corps pendant des semaines. Et la boule continuait à grossir. Alors il est retourné voir le marabout. Le marabout lui a donné des herbes à brûler chez lui. Bon. Toujours est-il qu'un an après, à son travail, le pauvre patient, un jour il est tombé. Évanouissement. On l'a emmené aux urgences à l'hôpital et puis il avait un cancer.
Et si on lui avait traité 1 an avant, ça aurait été beaucoup moins grave qu'1 an après. Bon, ça, c'est la réaction de certaines personnes qui vont voir les exorcistes, les désenvoûteurs ou les marabouts, parce que c'est une clientèle qui tourne. Hein, donc, et là, vous, en tant que... Bon, si vous le faites professionnellement, vous êtes responsable de ne pas déclarer la maladie, de ne pas conseiller aux patients d'aller voir un médecin. Donc attention, ça va plus loin que dans le cas d'une simple consultation de voyance où après tout, chacun fait ce qu'il veut. Alors, 3e filtre, c'est l'auto-envoûtement. C'est une personne sensible qui, au niveau du diagnostic, a les symptômes du phénomène d'envoûtement classique, mais qui se les crée elle-même, par une angoisse intérieure, par une crainte. Alors, le problème qu'on va avoir, c'est que quand vous allez faire un exorcisme, vous obtiendrez un résultat, et après, ça va revenir. Vous obtiendrez un résultat, ça va revenir. Et au bout d'un certain temps, on va utiliser tous les moyens à disposition. Donc on va lui mettre tous les pentacles connus, efficaces, pas les autres. Bon. On va lui faire tous les exorcismes les meilleurs, ceux qu'on connaît. On va le faire respirer. On va lui placer moult protections. On va lui faire un blason. On va tout protéger. On va s'apercevoir que de toute façon, quoi qu'on fasse, à un moment, ça revient. Parce qu'il y a une auto-génération du phénomène. Et là, à part une psychothérapie longue et intensive, il n'y a pas de grande possibilité de s'en sortir. Bon, alors, quelqu'un vous téléphone ou quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, j'ai des problèmes. Alors, la première chose à étudier, ça va être le terrain propice. Il y a des terrains qui sont propices à l'envoûtement et d'autres qui ne le sont pas. Plus la personne aura de sensibilité, plus elle va recevoir facilement toutes les énergies qui sont autour d'elle. Cette sensibilité peut se caractériser par de l'intuition. Alors en général, une grande intuition est corrélative d'une grande sensibilité, donc d'un terrain particulièrement propice aux attaques occultes. Ça peut aller jusqu'à la médiumnité. Et à la limite, les gens qui sont les plus faciles à envoûter, ce sont les voyants et les médiums. Ceux qui sont censés nous aider. Donc eux, ils ont intérêt à être particulièrement protégés et particulièrement blindés parce que ils emmagasinent facilement. Alors, pour savoir si un terrain est propice, je vous aurai dans le fascicule un certain nombre de questions à poser. Donc, à la limite, vous avez une checklist. Vous posez les questions et vous voyez les réponses. Alors, vous arrive-t-il de pressentir certains événements avant qu'ils ne se réalisent? Par exemple, vous pensez à votre ami Jacques, parce que vous êtes sans nouvelles depuis longtemps, et Jacques téléphone. Bon, bah ça c'est de l'intuition. Donc s'il y a des petites choses comme ça qui se présentent dans la vie, ça veut dire que on est intuitif. Autre chose, lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, avez-vous parfois de suite une réaction d'amitié ou d'antipathie sans raison apparente? Bon, c'est pareil, c'est les énergies qui s'expriment, c'est notre inconscient qui nous dit c'est bien, c'est pas bien, il faut éviter, on peut s'approcher. Ça, c'est une réaction intuitive, donc qui prouve la sensibilité. Parvenez-vous à vous faire rapidement un jugement sur les gens? Et ce jugement est-il vérifié? Bon, pareil, il y a certaines personnes qui se trompent systématiquement dans leur jugement et d'autres qui réussissent 9 fois sur 10 à pressentir, à ressentir quelque chose. Bon, encore un indice de la sensibilité. Alors vous avez des gens qui vont vous répondre non aux 4 premières questions. On continue. Dans certains lieux, éprouvez-vous parfois une sensation déplaisante allant jusqu'à l'angoisse? Parce que certains n'ont pas une médiumnité liée à l'humain, mais liée au lieu. Bon, il y en a qui vont avoir, qui vont les accumuler. Vous sentez-vous mal dans les cimetières ou dans certaines églises, par exemple? Bon, alors dans les cimetières, c'est normal de se sentir mal. Dans les églises, c'est curieux. Mais
il y a les inversions de certains rites qui fait que certaines églises ne sont plus chargées positivement, mais rayonnent négativement. Alors, la pleine lune vous influence-t-elle? Êtes-vous plus énervé ou angoissé les jours de pleine lune? Quelqu'un qui est sensible réagit à la lune. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la lune, c'est le miroir, c'est l'eau, c'est la médiumnité. Et dès l'instant où on est médium, et ben la pleine lune, ça va faire ressurgir à la surface tous les phénomènes négatifs accumulés, voire tous les phénomènes d'envoûtement. C'est pour ça que les sorciers, quand ils travaillent, font toujours particulièrement attention à commencer leurs envoûtements en lune montante, en sachant très bien, donc ils vont travailler sur 1, 2 ou 3 cycles lunaires, et en sachant très bien que le moment de déclenchement de l'envoûtement sera la pleine lune. C'est le moment où l'inconscient arrive à la conscience, et où tout ce qui a été programmé tombe d'un coup dans le physique. Alors on ne s'apercevait pas de ce qui se passe, et d'un coup à la pleine lune, on est particulièrement mal, ou on sent des choses ou d'autres. Donc la pleine lune, c'est un facteur intéressant. Les gens qui sont énervés à la pleine lune sont des gens qui sont toujours médiums. Alors, certains vont répondre non à toutes les questions. On continue. Vous est-il arrivé de ressentir une présence dans votre dos, et lorsque vous vous retournez, de ne voir personne? Alors ça, c'est la médiumnité presque spirit, je dirais, comme on a vu tout à l'heure. C'est l'entité, c'est une entité qui est ressentie. Il y a des gens qui ne voient pas, qui n'ont pas d'intuition, mais qui vont ressentir les puissances qui se promènent. Faites-vous des rêves qui parfois se réalisent? Bon, alors il y en a d'autres, ça va être dans le système des rêves. On va avoir une sensibilité liée aux rêves prémonitoires. Donc tout est... Parce que la sensibilité ou l'intuition va se manifester chez chacun de manière totalement différente. Parce qu'on est tous différents. On est tous différenciés les uns des autres. Alors, avez-vous, toujours sans raison apparente, parfois des sensations brutales de chaud, de froid ou de picotement? Ça, c'est également des sensations liées plus au phénomène des esprits qui vont se promener. Sensation de chaud, bon, ça peut être les chakras qui se mettent à chauffer. De froid, présence d'une entité ou d'un vampire qui prend l'énergie. Picotement, sensation d'une énergie qui va nous traverser. Bon, donc ça, c'est plus physique. Avez-vous des... Oui. Le chaud, ça va être des réactions énergétiques aussi, mais qui sont... qui est lié à nos chakras. Ça peut être une réaction de chakras, ça peut être une réaction dans des changements de plan personnels. Mais c'est une intuition, c'est lié à une sensibilité. Mais attention, c'est pas forcément les bouffées de chaleur qu'on va avoir parce que il fait 30 degrés et parce que je suis au soleil depuis toujours des choses sans raison. Oui. Ça peut être la réaction à un double. Ah, oui. Oui, ce que j'appelle esprit, c'est un double, tout à fait. Réaction à un double. Là, on est dans les réactions par rapport à une entité qui passe, un double. Humain ou anciennement humain. Autre question, avez-vous déjà eu des flashs de voyance? Alors là, ça veut dire qu'on va plus loin dans la sensibilité ou dans la perception. Alors, on vous a répondu non. Toutes ces questions-là, alors vous dites, bon, bah, ce ne sera pas un client. Et vous avez encore quelques chances, donc vous continuez. Parce que selon la façon dont vous allez poser les questions, la personne va se rappeler de tel ou tel phénomène. Bon, donc il faut faire des recoupements. Autre question, vous amusez-vous à tirer les cartes et trouvez-vous la bonne réponse? Alors il y en a qui ont répondu non tout le temps, puis qui vont dire, ah oui, moi j'adore tirer les cartes. Et puis oui, ça tombe juste. Bon, et bien il y a une médiumnité, une sensibilité avec un support, et pas direct. Question piège maintenant. Faites-vous tourner les tables ou avez-vous eu dans le passé des contacts avec le monde de l'au-delà? Alors si on vous dit oui, je dirais c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez une médium, vous avez non plus de la sensibilité, mais ça va déborder sur une médiumnité. Donc là, ça va devenir, on va rentrer dans la personne qui a un terrain très très propice. Alors, autre chose, mais dans le sens inverse. Avez-vous parfois l'impression que vous provoquez des situations ou des événements?
si, quand je pense à quelque chose, cette chose arrive, soit ça peut être une perception, soit ça peut être une émission. Je veux que telle chose se passe. Mais auquel cas, ça traduira toujours un échange énergétique avec mon biotope, avec le monde qui m'entoure. Alors, des questions plus physiques. Vivez-vous parfois certaines périodes durant lesquelles les ampoules électriques grillent chez vous? Alors c'est pareil, il y a des gens, dans les cas des fois de phénomènes d'envoûtement particuliers, vous grillez les appareils électriques. Et dans la même journée, vous avez 5 ampoules qui partent en fumée. Puis quand vous démarrez la voiture, et elle a du mal, et puis etc. Donc ça c'est pareil. Alors, ce n'est pas parce que vous avez des ampoules électriques qui grillent chez vous que vous êtes envoûté. Hein? C'est en accumulant statistiquement les réponses, je dirais, à ces questions qu'on va finir par établir une espèce de diagnostic. Hein? Attention, parce que c'est... Alors, autre chose, un magnétiseur qui va développer un puissant magnétisme peut griller les ampoules. Il n'est pas envoûté. C'est lui. Comment? Pas pouvoir éteindre la télé. Oui, ça peut être... Ou alors vous passez à côté, la télé s'allume, vous n'êtes pas touché. Alors ça, c'est bonne médiumnité ou bon magnétisme. C'est pas forcément la télé qui est possédée. Parce que ça, j'ai eu des gens qui m'ont posé la question, ma télé est possédée. Oui. Oui, vous l'avez acheté. Alors, toujours dans le phénomène médiumnique, entendez-vous des coups discrets dans les murs de certaines pièces, ou comme des bruits de pas la nuit? Est-ce que vous entendez quelqu'un qui monte l'escalier la nuit? Bon, quand il n'y a personne, est-ce que vous entendez l'escalier craquer? Bon, ça, c'est des manifestations qui s'approchent un petit peu du poltergeist ou des effets physiques. Dernière question, avez-vous déjà soulagé une personne en lui imposant les mains? Donc, preuve d'un certain magnétisme. Alors, là, on a quelques questions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16 questions sur la sensibilité. S'il y a une bonne réponse, c'est léger. Ça peut être une coïncidence. Mais sur les 16 questions, vous avez 3, 4 ou 5 réponses positives, vous êtes en face d'une personne qui a une certaine sensibilité. Alors quand on vous dit oui, vous allez creuser un petit peu, vous allez dire donnez-moi un exemple. Des fois le téléphone sonne, vous savez qui c'est, donnez-moi un exemple de choses que vous avez perçues, d'événements que vous avez ressentis, de manière à faire parler. De toute façon, le premier diagnostic consiste à faire parler la victime pour comprendre ce qui se passe. Alors après, quelqu'un qui n'a pas de sensibilité, qui n'a pas d'intuition, qui n'a pas de médiumnité, ne sera pas sensible à vos exorcismes. Donc, évitez de vous en occuper. Voilà, là il sera ni possédé, ni même s'il vous raconte tout un tas d'histoires, mais toujours, parce que vous avez déjà appliqué les 3 premiers filtres que nous avons vus, c'est-à-dire éviter les maladies physiques, éviter les fous, éviter ceux qui sont auto-envoûtés. Alors, ensuite, on va avoir des éléments classiques qui vont revenir. Alors, les indices classiques. Alors, premier indice hyper classique que l'on retrouve dans, je dirais, 70% des cas, c'est fatigue non biologique, c'est-à-dire une fatigue sans raison. Alors, il est normal d'être fatigué si l'on se couche toujours tard le soir, si l'on a un travail épuisant, etc., etc. Donc, il s'agit en fait d'une fatigue, par exemple, après une bonne nuit de sommeil. Si on ne dort pas la nuit, c'est normal d'être fatigué. Donc nous, on recherche tous les indices anormaux. Fatigue sans raison. Donc fatigue non physiologique. Alors,
Par exemple, dans les questions, êtes-vous fatigué en vous éveillant le matin, comme je viens de vous le dire, même après une bonne nuit de sommeil? Si on vous dit oui, c'est curieux. Vous sentez-vous souvent épuisé sans raison? Les coups de barre, par exemple. Foum. Vous arrive-t-il ce que l'on appelle des coups de pompe de manière brutale et inattendue? Ça suggère un phénomène de vampirisation, d'une manière ou d'une autre. Dernière question qui est une question piège. Pratiquez-vous une discipline occulte? Spiritisme, voyance, magie, groupe de prière, etc. Et ressentez-vous ensuite une déperdition d'énergie intense? Alors dans les disciplines occultes, selon les disciplines, on peut se faire vampiriser. Alors le spiritisme, on l'a vu, donc évitez d'interroger les esprits des morts, surtout les âmes noires, qui vont vous vampiriser. Retirez toutes les photos des gens décédés de votre famille. La voyance, ça peut pomper le voyant, parce que le client qui vient chargé avec ses problèmes et ses difficultés va automatiquement créer un phénomène de vampirisation. Si vous faites de la magie, ça peut être normal d'être fatigué. Vous déclenchez les rituels avec votre énergie, à moins que vous ne soyez venu à l'un de nos stages et que vous pratiquiez de manière très intensive les techniques respiratoires. Auquel cas, les déperditions d'énergie, elles sont nettement moins violentes. Groupe de prière. Il y a des groupes de prière qui sont très bien, mais il y en a qui sont très vampirisants. Donc selon le groupe auquel vous allez participer ou assister, personnellement, j'évite les groupes de prière. Vous faites comme vous voulez. C'est bien de se réunir pour prier pour les pauvres petits Éthiopiens qui sont en train de mourir de faim. C'est bien. Mais je pense que ce serait encore mieux de leur envoyer des paquets, des victuailles matérielles pour qu'ils puissent manger matériellement. Parce que tout ce qu'on peut faire, on peut faire des groupes de prière pour plein de choses. On peut essayer de prier pour les hommes politiques pour qu'ils deviennent meilleurs. Bon. Mais je crois que c'est une goutte d'eau dans la mer et que ce que vous allez apporter ne va servir qu'à vous fatiguer et pas forcément à obtenir un résultat intéressant. Donc, dans la mesure du possible, surtout en tant que personne non entraînée, évitez. Alors ça, fatigue non physiologique. Donc phénomène de vampirisation. Alors, un envoûtement fatigue. Pourquoi? Parce que quand on est agressé par quoi que ce soit une entité, que ce soit un sorcier, que ce soit une énergie, une larve, un cube, succube ou quoi qu'on fasse, dans notre aura, donc dans le champ énergétique qui nous entoure, nous avons des systèmes d'autoprotection, d'autodéfense. On a déjà un bouclier. Ce bouclier fonctionne de la même manière que lorsque je me plante une aiguille dans le doigt, j'ai un phénomène de rejet physiologique qui va s'entamer, qui va tendre à rejeter cette écharde. Si on me transplante un organe, je vais avoir un phénomène de rejet. Ce qui n'est pas de moi, ce qui n'est pas de ma nature, tend à être rejeté. Quand il y a un envoûtement qui arrive, nos défenses personnelles automatiques tendent à rejeter ce phénomène d'envoûtement. Donc, mon énergie, plutôt que de l'utiliser pour le bon fonctionnement du foie, du cœur, de l'estomac, des pieds, etc., cette énergie va être mobilisée pour la protection. D'où fatigue physique. Alors, la fatigue non biologique. Deuxième signe que l'on retrouve assez souvent. Le mal de vivre. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Tout va bien. J'ai la Porsche. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais je ne me sens pas bien. Sans raison. Alors c'est vrai que, après par exemple un échec sentimental, c'est normal de se sentir mal dans sa peau. Donc c'est pas lié à ce moment-là à un envoûtement. Le mal de vivre, c'est un mal de vivre chronique. Je ne suis pas bien sans savoir pourquoi. Alors, question que vous allez pouvoir poser. Avez-vous de façon continuelle ou occasionnelle une boule dans le creux de l'estomac?
on sent le plexus solaire qui se trouve noué. On ne sait pas pourquoi, et ça prend de manière non logique. Êtes-vous pris parfois de peur irraisonnée, de sensations de panique, alors qu'aucune cause ne peut enclencher de tels sentiments? Une crainte subite, qu'est-ce qui se passe? C'est notre inconscient qui tire une sonnette d'alarme et qui dit attention, il y a une attaque, il faut avoir peur. Alors vous avez peur, mais il n'y a aucun danger physique autour de vous. Il y a peut-être un danger invisible. Donc la crainte irraisonnée, alors ça peut être également une maladie psychiatrique. Donc attention, s'il n'y a que ce symptôme-là, vous faites comme on a vu au début. Autre chose que l'on peut retrouver. N'avez-vous plus envie de rien? Plus envie de refaire la peinture? Plus envie de sortir vous amuser? Plus envie de faire des projets d'avenir? Plus envie de faire du shopping, mesdames? Ou de se maquiller? On ne sait pas pourquoi, mais il y a une non-vie qui s'installe. Et chose également très intéressante par rapport à ce symptôme particulier, c'est que quand à nouveau la vie recircule, eh bien, j'ai à nouveau envie de bricoler, de faire du vélo, de repeindre le mur de la maison, d'aller m'amuser. Oui, parce que des fois, on n'a même plus envie d'aller, de refaire des projets d'avenir, etc. Bon. Question encore. La vie vous semble-t-elle devenue une souffrance? Je vis, je souffre, je ne sais pas pourquoi je vis. Bon. Ça veut dire qu'il y a un phénomène morbide qui s'est installé, qui s'est ancré, et qui petit à petit vous fait comprendre que la vie, c'est mal, c'est pas la peine de vivre. Hein? Donc ça vous pousse doucement vers une issue fatale. Autre question. Êtes-vous mal dans votre peau? Et avez-vous l'impression que quelque chose de lourd ou de poisseux vous entoure? Alors, parce que chacun va ressentir ces symptômes d'une manière. Alors, autre question. Faites-vous des rêves éprouvants, voire des cauchemars répétés avec un paroxysme à la pleine lune? Parce que tout ça, tous les symptômes normalement doivent être plus forts lors du passage de la pleine lune. Alors les rêves éprouvants, les cauchemars, ça peut être lié à ce que j'ai vécu dans la journée, mais ça peut être lié à des attaques occultes et à mon inconscient qui tente de m'avertir de ce qui se passe à travers le rêve. Parce que c'est là où notre inconscient, à travers l'imaginaire, à travers le rêve, où il peut me faire passer un message. Et c'est vrai qu'après un cauchemar, on se sent en général mal. Donc, mal de vivre. Alors quand un sorcier pratique un envoûtement négatif pour vous détruire, il est évident qu'il y aura une fatigue qui va s'installer et progressivement un mal de vivre. Je vis, mais je n'ai plus envie. Il y a quelque chose de coupé. Alors ça, c'est le deuxième symptôme qu'on retrouve assez régulièrement. Troisièmement, on va parler de l'isolement. Mon entourage va réagir par rapport à ce que je subis. Et très souvent, on va avoir l'installation d'une solitude et de problèmes de communication avec l'entourage. Alors pourquoi isolement? Tout simplement parce que vous connaissez le principe des vases communicants. Alors on communique tous les uns avec les autres sur le plan énergétique. Quelqu'un qui est plein d'énergie, magnétiseur chargé d'énergie, si moi je me sens pas bien faible, je vais simplement aller me coller contre lui, et puis par osmose, hop, je vais me trouver rechargé. Bon. Donc on se transfère mutuellement des énergies, on s'échange des phénomènes énergétiques. Si quelqu'un est chargé avec un envoûtement, un phénomène d'énergie morbide ou négatif, automatiquement, quand je vais rencontrer cette personne, je vais me sentir mal à son contact. Je ne vais pas avoir envie de lui téléphoner, je ne vais pas avoir envie
d'aller voir cette personne. Je ne vais pas avoir envie de sortir en boîte de nuit avec cette personne, par exemple. Ou d'aller faire quoi que ce soit. Si c'est un employé, si je suis chef d'entreprise, que j'ai un employé qui vient pour postuler dans mon entreprise, s'il est chargé négativement, je vais le sentir, et malgré ses compétences, je ne sais pas pourquoi, je n'aurai pas envie de l'employer. Donc, si c'est mon cousin qui est chargé négativement, ben je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus envie de téléphoner à mon cousin, j'ai plus envie d'aller le voir, j'ai plus envie de le contacter, parce que inconsciemment je sais qu'il va perturber mon propre champ énergétique, qu'il va me contaminer. L'envoûtement est contagieux, un peu. Alors d'où les problèmes de la solitude et problèmes de communication de la personne qui subit un phénomène d'envoûtement. Alors c'est pas parce qu'on a ce problème-là qu'on est automatiquement envoûté. On peut aussi être timide, donc ne pas aller à la rencontre des autres. Donc, s'enfermer soi-même dans un cercle, sans besoin du phénomène, sans besoin du sorcier qui se trouve derrière. Alors, les questions qui correspondent. Votre entourage a-t-il changé d'attitude envers vous ces derniers mois ? En général, ça commence quand on commence à ressentir le phénomène d'envoûtement. Si l'entourage change d'attitude, c'est moi qui change. Donc c'est un signe de quelque chose. Votre milieu professionnel est-il actuellement hostile ? Votre avancement retardé ? Ou vos compétences difficilement reconnues ? Et là, il y a la moitié de la salle qui va me dire « Oui, moi, mes compétences professionnelles sont difficilement reconnues. Je vaux mieux. » Mais est-ce qu'il y a un changement d'attitude ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une agressivité sans raison ? Évidemment, si je fais des fautes professionnelles, c'est normal d'avoir des problèmes. Mais est-ce que, sans faire de fautes, sans moi avoir l'impression de changer, est-ce que les autres changent d'attitude autour de moi ? Donc ça, c'est la question qu'il faut poser à celui qui vient se faire exorciser. Vos amis viennent-ils vous voir moins souvent ? Ou avez-vous l'impression que vos amis s'éloignent de vous ? Bon. C'est encore très logique. On a dit tout à l'heure que l'énergie, c'est la vie. Plus on a d'énergie, plus on est rayonnant, plus on attire. Moins on a d'énergie, plus on est fatigué et plus on repousse. Parce qu'on devient soi-même un peu vampire. Et les autres n'ont pas envie de nous donner leur énergie. Êtes-vous parfois mal reçu par des personnes que vous ne connaissez pas ? Alors ça, c'est quelqu'un que vous croisez dans la rue et d'un coup, cette personne a une réaction d'agressivité envers vous, sans raison. Alors ça peut être un fou, hein ? Mais si ça se répète, c'est peut-être que vous avez un potentiel à être agressé. Et donc ça se manifeste comme ça. Et c'est gênant, parce que l'envoûtement, mettons de nuisance, c'est quelque chose que vous avez au-dessus de la tête, enfin que le patient a au-dessus de sa tête, que la victime a au-dessus de sa tête, et qui tend à descendre dans le concret, dans le physique, donc à faire l'accident. Ce potentiel, quand je marche, j'ai au-dessus de moi. Et puis d'un coup, mon potentiel s'aperçoit qu'il y a juste quelqu'un là à côté de moi qui est déjà mal, il est déjà très agressif. Et bien le potentiel va se dire, oh là, celui-là il est agressif, celui-là il doit être agressé, je réunis les deux ensemble et on a un phénomène qui se produit. Donc une agression plus ou moins verbale. Vous êtes mal reçu. Vous allez chercher votre pain chez votre boulanger, puis ce jour-là, votre boulanger, il n'a pas envie de vous parler. Alors qu'il est très gentil habituellement, il vous reçoit mal. Alors, une fois, pas de problème. Si ça se répète, on va commencer à se poser la question. Oui. Là, je reçois une fraîcheur. Votre avis, qu'est-ce que c'est ? Ah, on va finir nos questions. On va peut-être trouver la réponse. Ce sont les esprits de l'air qui commencent à se manifester. Mais moi aussi, je le ressens. C'est les esprits de la clim.
Alors, c'est pareil. Avez-vous parfois l'intuition d'une agressivité sourde autour de vous, sans pouvoir en déterminer la source? Alors attention, ça peut être un symptôme de la paranoïa, ça. Mais si on se sent pas à l'endroit qu'il faudrait, comme un poisson hors de son bocal, bon, ça peut être une sensation d'agressivité sourde. On s'attend à un problème. Bon, bah, quand on s'attend à un problème, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors soit c'est notre intuition qui nous prévient que dans notre destin, on va être confronté à un accident, soit c'est une potentialisation négative qui commence à se resserrer. Et votre inconscient vous le traduit. Suscitez-vous de la jalousie. Oh oui, moi moi, je suis très jalousé, etc. Quand je suis sur l'autoroute avec ma voiture. Alors ça, c'est une question... Bon, c'est pas un signe d'envoûtement, d'accord? C'est plutôt un signe de source négative possible. Parce que quand vous posez cette question-là, tout le monde va vous dire oui. Ah oui, oui, moi, on me jalouse beaucoup. Ah oui, oui, moi, professionnellement, je suis très mal reconnu, j'ai pas le salaire que je devrais avoir. Alors, donc, attention de ne pas vous piéger à toutes les questions, hein, faut les interpréter. Par contre, si on suscite de la jalousie, ça peut être normal d'avoir des problèmes, si on est sensible. Je suis sensible, j'ai une grosse entreprise, je gagne beaucoup d'argent, je vais automatiquement susciter de la jalousie. Et je vais automatiquement avoir des confrères mal intentionnés qui vont tout tenter pour me déstabiliser. Donc ça va créer un terrain, un scénario propice. On verra le scénario après. Alors, autre chose dans les problèmes de communication. Avez-vous des problèmes de couple? Par exemple, des disputes répétitives sans raison. Des disputes, c'est normal. Mais si c'est répétitif et si ça s'intensifie, sans raison, on peut très sincèrement se poser la question, que se passe-t-il? Peu de couples résistent au phénomène d'envoûtement. Hein. Un bon envoûtement, s'il est fait correctement, en général, ça finit toujours par un divorce. Parce qu'il y a une tension, parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a une négativité, une espèce de climat haineux qui s'installe, qui crée des disputes sur disputes. C'est comme un nuage d'électricité positive et un nuage d'électricité négative. Vous les mettez ensemble, ça fait un orage. C'est presque automatique. Donc il faut en général avoir une sérieuse volonté pour, malgré ce genre de phénomène, continuer un couple. Alors, autre question. Les personnes de l'autre sexe s'éloignent-elles de vous comme si elles n'éprouvaient aucun intérêt pour vos qualités personnelles? Alors, j'aurais dû mettre sur cette question le mot récemment ou depuis un certain temps. Bon, parce que il y en a qui vont vous dire, bon bah oui, mais moi, j'ai jamais personne dans ma vie. Bon, c'est pas un symptôme d'envoûtement. Par contre, quelqu'un qui était très entouré, et d'un coup, plus personne, hein, c'est la rupture en fait. Ce qui est intéressant dans le diagnostic, c'est un phénomène de rupture, c'est une fatigue nouvelle, c'est un mal de vivre nouveau, qui peut dater de quelques années, mais une rupture, une fracture dans la vie. C'est un isolement récent. Hein. Si je suis fatigué de naissance, j'ai un mal de vivre de naissance et j'ai personne autour de moi depuis que je suis petit, je ne suis pas forcément envoûté depuis ma naissance. Hein. Voilà. C'est un caractère, c'est une façon de vivre. Alors, chose nouvelle, éprouvez-vous du dégoût pour votre partenaire ou pour les personnes du sexe opposé? Pas opposé à votre partenaire, opposé à vous. Bon, ça c'est pareil, dans le cas d'un envoûtement, un envoûtement de séparation de couple, il y aura automatiquement ce genre de choses qui vont arriver. Donc, des disputes, des désagréments, et puis brutalement, une baisse du désir. De l'un ou l'autre, pas forcément de celui qui est envoûté, hein, mais il y a un décalage qui se fait et un décalage qui se creuse. Alors, si vous laissez le décalage se creuser, vous savez à quoi ça va aboutir.
Avez-vous, encore une fois récemment, de brutales colères qui montent sans raison? Alors la colère, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense. C'est mon inconscient qui fait ressortir des énergies pour lutter contre ce qui se passe. Donc je me mets en colère sans savoir pourquoi, mais je me mets en colère contre quelque chose. Alors il faut bien que ce soit l'un ou l'autre d'entre vous qui subisse cette colère que j'ai en moi. Mais la raison n'est pas la personne qui subit la colère. La raison, elle est qu'il y a une colère en moi qui doit s'exprimer pour rejeter les énergies négatives. À la limite, ça fait une explosion énergétique et ça me libère d'une partie du mal. Alors, on va regarder un petit peu l'entourage. On a vu les autres humains qui nous entourent. On va voir maintenant les animaux. Alors, les animaux familiers, le chien, le chat, les oiseaux, les poissons rouges, vous fuient-ils ou ont-ils un comportement agressif envers vous? Surtout les poissons. Donc, si les animaux ont un comportement différent, ça peut être un signal qui s'additionne aux autres signaux. On est comme dans une enquête de police. Nous cherchons des indices, et non pas un seul. Bon, alors, question qui reprend celle qu'on a vue avant. Votre partenaire a-t-il changé brutalement d'attitude envers vous dernièrement? Alors, ça peut aller. L'homme ou la femme de votre vie vous a-t-il, elle, entre parenthèses, quitté brusquement sans raison apparente? Alors, c'est vrai qu'une rupture peut être liée à un phénomène d'envoûtement ou simplement au fait que vous avez mauvais caractère ou que vous n'êtes pas avec la personne qui vous convient. Donc, toujours arriver à faire la part des choses, mais s'il y a une rupture brutale, sans raison, sans une logique derrière, ça peut être causé par un envoûtement. Donc ça, c'est tout ce qui est de nature, isolement et relation avec autrui. Donc une série de questions que vous aurez dans le fascicule. Donc vous faites votre checklist et puis vous reprenez ça et vous reposez systématiquement. Alors, les pertes d'argent. Alors ça dépend desquelles. J'ai une fuite d'énergie à cause de la fatigue. Je peux également avoir des fuites d'énergie sous forme d'argent. Alors ça peut être, on va voir différentes choses. Ce ne sont pas, il ne faut pas voir les pertes d'argent normales ou que vous engendrez vous-même. Si vous avez, je sais pas, une entreprise que vous faites une erreur de marketing, vous perdez de l'argent, vous coulez vous-même votre entreprise, c'est pas forcément un phénomène d'envoûtement qui se trouve derrière. Mais si vous sentez que vous avez, qu'il y a quelque chose qui fait fuir cette énergie sous forme d'argent, à ce moment-là, ça peut être un indice. Alors la première question, nous allons l'éliminer puisque c'est la suivante. Pensez-vous que votre patron vous rémunère comme vous le méritez? Et j'entends d'une seule voix, non. Donc, bon, ça c'est une question donc à éviter de poser, vous me la retirerez. Par contre, depuis quelque temps, l'argent fond-il entre vos mains? Avez-vous de petites pertes financières répétées? Panne de voiture, panne d'appareil électroménager, fuite d'eau, réparations diverses, qui fait que ça s'échappe, ça coule. Ce n'est qu'un indice, il faut donc aller voir plus loin. Les clients fuient-ils votre commerce? Alors ça, c'est déjà plus symptomatique. On a un commerce, on sait, j'avais par exemple vu une dame en Martinique, un salon de coiffure, elle avait 30 personnes par jour, 3 employés, donc le business fonctionnait bien. Un jour, elle rentre chez elle un soir, et elle voit, comme on fait là-bas dans les îles, le poulet décapité, le sang partout, les plumes attachées. Et en bonne martiniquaise, elle n'y croit pas. Elle ramasse tout ça avec une pelle, elle met tout ça aux ordures, et puis elle continue comme si de rien n'était. Et puis de 30 clients par jour, elle est passée à 25, à 20, à 15, elle a licencié une personne, à 10, elle a licencié une deuxième personne.
et elle est arrivée au bout de quelques mois à 3 clientes par jour. Et jusqu'au point où les clientes, quand elles venaient au salon de coiffure, et que la coiffeuse touche la tête pour faire le nécessaire, ben ça donnait mal de tête aux clientes. Donc les clients n'avaient plus envie de revenir. Le commerce avait été complètement cassé. Donc quand on a ce genre de phénomène, surtout avec une certaine rapidité, une chute au niveau de la fréquentation, c'est qu'il se passe quelque chose. Dès l'instant où ce n'est pas, attention, où c'est sans raison. S'il y a un supermarché qui vient d'ouvrir à côté de votre petite épicerie, évidemment, vous allez perdre des clients, c'est sûr. Donc toujours rester concret. Dans l'ésotérisme, nous devons avoir les pieds sur terre et rester très logique. Alors, pareil, pour une entreprise, votre chiffre d'affaires est-il en baisse, malgré un service identique et tous vos efforts? Voir ce qui se passe. Parce que de plus en plus, ce qu'on rencontre au niveau des entreprises, c'est que vous avez des concurrents qui utilisent des techniques énergétiques, magiques ou autres, pour récupérer la clientèle. Alors, il y en a qui font ça de manière positive, en amplifiant l'attraction pour leur commerce, et il y en a qui font ça de manière négative, en envoyant des mauvais sorts ou des envoûtements sur les commerces de leurs concurrents. Vos actions publicitaires donnent-elles de moins en moins de résultats? Alors soit c'est la publicité qui se fatigue, phénomène marketing, soit c'est autre chose. On peut très bien bloquer une publicité ou bloquer un numéro de téléphone sur une annonce par exemple. Ça se fait. Bon, alors autre question, pareil à éliminer, êtes-vous toujours remboursé de l'argent que vous avez prêté? Et là on va dire non. Alors, risquez-vous actuellement un licenciement sans raison apparente? Alors, toujours sans raison apparente. Si on ne vous veut plus dans l'entreprise, où vous étiez bien, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une charge négative qui est en train de contaminer tout le monde et on veut se débarrasser de vous sans savoir ce qui se passe? Donc, les ampoules électriques, on l'a déjà vu. Certains appareils électriques ont-ils un comportement étrange? Alors, la télévision qui s'allume toute seule. Ça encore, ça peut être notre médiumnité personnelle qui perturbe un peu les appareils. J'ai eu le cas d'une dame, elle était dans sa voiture, elle subissait un phénomène d'envoûtement, donc elle avait déjà un certain nombre de symptômes très précis. Et puis sur la route, la voiture s'est mise à accélérer toute seule. Ce qui est particulièrement gênant et inexplicable mécaniquement. Alors la seule chose qu'elle a réussi à faire, c'est à passer le point mort, et puis à s'arrêter comme elle a pu sur le bas-côté. Quand elle a apporté sa voiture au garage, le mécanicien a tout ausculté, il a dit « Madame, votre voiture n'a rien ». Alors ça, c'est un symptôme que je n'aurais pas cru il y a, quand j'étais en train de faire mes études à l'université, parce que là, c'est un appareil physique qui agit de manière étrange. Bon, à la limite, qu'un envoûtement puisse toucher une biologie, végétale, animale, humaine. C'est plus logique. Mais une mécanique, c'est très curieux. Par contre, statistiquement, oui, on a des phénomènes étranges. J'ai eu un phénomène étrange aussi une fois sur une imprimante. Alors, j'hésite à vous le livrer parce que ça frôle, ça frôle les choses un petit peu curieuses. J'avais un stage à faire. Je me dis, bon, je vais faire mon stage, alors je prends mon imprimante. Et puis j'avais, 1000 enveloppes à écrire. Et puis l'imprimante, elle n'arrive pas à écrire, elle fait des taches partout. Bon. Je prends une autre imprimante, neuve, elle se met à me faire des taches partout, pareil. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, sans y croire, j'ai fait un mini-exorcisme sur mon imprimante. Après, elle a marché sans aucune difficulté. Alors ça, en tant ayant quand même une petite formation scientifique, j'ai du mal à y croire encore aujourd'hui. Bon. Mais je l'ai constaté. Alors peut-être que c'était une coïncidence. On va dire que c'était une coïncidence. Mais peu importe, dès l'instant où mon imprimante a refonctionné. C'est curieux.
Alors, perdez-vous fréquemment de petits objets ou de petites sommes d'argent? Alors, ça peut être des pertes de mémoire, bon, mais ça peut être aussi des espèces de fuites. Comme j'ai l'esprit occupé ou fatigué, mal le vivre, etc., eh ben, je vais oublier mon portefeuille à un endroit. Je vais oublier mes clés, etc. Ça peut aller jusqu'à la disparition, jusqu'à la dématérialisation réelle de petits objets. Alors attention, c'est très très rare. Nous ne rentrons pas dans l'aspect paranoïaque du sujet. Mais ça arrive surtout aux personnes qui travaillent l'alchimie ou qui ont des laboratoires de spagyrie ou d'alchimie. Eux, ils ont des poltergeists, ils ont des disparitions d'objets. Dans les oratoires de magie, ça peut arriver également. Bon. C'est systématique, hein. Tous les gens que je connais qui font de l'alchimie, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont des phénomènes de dématérialisation dans les lieux, qui est parfois ennuyeux, parce que quand on a passé des mois et des mois à faire une substance et qu'on est content d'avoir enfin son petit flacon, et puis vous rentrez le lendemain matin dans le laboratoire, et ben la substance, les gnomes sont venus l'absorber pendant la nuit. Alors ça n'arrive pas à l'exorciste, parce que l'exorciste fait le ménage chez lui régulièrement. Alors, autre chose également, avez-vous récemment eu un accident de voiture où le comportement des autres automobilistes vous semble-t-il par moments dangereux à votre égard? Alors, parce que ça peut aller jusqu'au risque d'accident, ce genre de phénomène d'envoûtement. Tout dépend ce que veut le sorcier. Alors ça, c'est lié aux pertes d'argent, qui est un symptôme qu'on retrouve de temps en temps. Ensuite, sensations physiques. Alors chez certains, ça va un petit peu plus loin. Alors, première chose, en cas de sensation physique, vous conseillez à votre patient d'aller consulter un médecin. Parce que ne prenez pas le risque, comme ce fameux marabout, d'aller donner de la poudre de perlimpinpin, alors que le médecin ou le chirurgien vont extraire le problème de manière beaucoup plus sûre. Alors, qu'est-ce que ça peut être ces problèmes physiques? Ça peut être par exemple des problèmes d'impuissance ou de frigidité, alors que dans le passé, tout est normal. D'un coup, baisse énergétique qui fait que physiquement, eh ben, y a plus qu'un non-désir, il n'y a plus rien. J'ai eu ce cas-là chez un monsieur qui était, c'est pareil, un certain nombre d'années. C'est un monsieur qui venait d'Afrique du Nord. Il arrive en France, un jeune, il arrive en France pour gagner de l'argent. Il monte une société de gardiennage. Et puis, il commence à gagner des sous. Alors il s'achète la belle voiture, l'appartement sympa, lui il était pas mal de sa personne, des petites copines qui viennent le voir, enfin bon, tout se passe normalement, jusqu'à ce qu'il retourne au pays. Et puis là au pays, eh ben, il claque ses sous pour faire voir à tout le monde qu'il a réussi. Il est venu en France, il a réussi. Il revient en France, et là d'un coup, hop, mal de vivre, il n'a plus envie de rien. Il est fatigué. Il n'a même plus envie de gagner de l'argent pour sa société. Et puis quand il a des petites copines qui viennent le voir, eh ben, ça ne l'intéresse plus. Donc, les énergies sont coupées. Alors il reste comme ça pendant 3 ans, en essayant d'aller voir un marabout, un médecin, etc. Et puis en fait, ça tourne en rond. Je lui ai fait plusieurs rituels d'exorcisme, comme on verra demain. Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a téléphoné. Vous avez déjà deviné? Il m'a dit, bah hier j'ai une copine qui est passée, et puis tout fonctionne. Super fort. Donc, ça va jusqu'à couper
comme on dit, le nouage de l'aiguillette, c'est-à-dire couper certaines fonctions physiques ou physiologiques. Bon, alors dans ce cas-là, pour lui, c'était pas grave, ça n'a duré que 3 ans. Il y avait à rattraper. Mais imaginez qu'au lieu que ce soit cet aspect extérieur, qu'on lui ait bloqué le foie. Bah, si on lui bloque le foie, il va rapidement s'empoisonner. Si on lui bloque le cœur, ça va être encore plus rapide. Donc, ils ont été gentils avec lui, au pays. Ils ont fait voir que, bon, il fallait pas qu'il en fasse de trop. Bon, alors, autre symptôme qu'on a déjà vu, ressentez-vous par moment une boule dans le creux de l'estomac ou à la gorge nouée. Alors, des maux de tête sans raison. Vous font-ils souffrir souvent aux mêmes heures de la journée? Alors quand c'est répétitif, à la même heure, on va se poser la question. Soit c'est l'inconscient qui a décidé qu'à 3 heures du matin, vous devez avoir mal à la tête parce que votre maman avait toujours mal à la tête à 3 heures du matin. Donc à ce moment-là, une bonne psychothérapie vous permettra de vous délivrer de cette chose-là. Ou autrement, ça peut être, comme on a vu tout à l'heure, la sensation de casque au niveau de la nuque. Donc quelque chose qui s'est fixé derrière et qui commence à provoquer des désagréments. Autre symptôme, avez-vous des sensations oppressantes de poids sur la poitrine, voire d'étouffement? Alors quand on vous dit ça, première chose, hop, consultation médicale. Si la consultation médicale ne fait rien, il y a de très fortes chances pour que ce soit un phénomène d'envoûtement, un phénomène occulte, qui nous fait un poids. Alors, chose rare, j'espère que ça ne vous arrive pas, ressentez-vous parfois l'impression que les organes se déplacent à l'intérieur du corps? Ça, c'est très rare. Ça doit être très désagréable. Ça fait partie des symptômes traditionnels. Alors, pareil, malaise ou vertige aux périodes de lunaison, de pleine lune. Alors, toujours dans le domaine physique, des sensations inhabituelles se font-elles ressentir? Alors, picotement, froid, chaud, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à l'impression d'attouchement physique. On parlait des incubes ou des succubes. Dernière question, d'autres phénomènes anormaux ont-ils lieu? Alors bon, ça c'est pour ouvrir la question pour la personne que vous avez en face de vous. Alors tout ça, donc si on résume un tout petit peu, un terrain propice, c'est le premier filtre. S'il n'y a pas de terrain propice, inutile de parler des indices classiques que vous pouvez avoir derrière. Après, le premier, la fatigue, mal de vivre, isolement, perte d'argent et sensations physiques, c'est très secondaire, en fait. La plupart du temps, c'est fatigue et mal de vivre. Mais vous allez continuer les questions de manière à essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que, malgré les réponses positives que vous ont données la personne qui vous consulte, vous ne serez jamais sûr à 100% qu'il s'agit réellement d'un phénomène d'envoûtement, en fait. La seule certitude que vous aurez, c'est après l'exorcisme, le bien-être que le patient va ressentir. Donc avant, on peut être quasiment certain à 99%, mais le 1% supplémentaire, ce sera après. Alors, pour creuser un petit peu plus loin, nous allons étudier le scénario possible. Un scénario précis. Alors le scénario précis, ça va être l'histoire que va vous raconter la victime en vous disant, voilà, c'est telle personne qui m'envoûte, il se passe telle ou telle chose, ou alors je ne sais pas ce qui se passe. Une très bonne démarche consiste à vous dire, voilà, j'ai tel et tel problème, mais je ne croyais pas à l'envoûtement, ou je n'y crois pas, mais je cherche une solution. Ça, c'est une démarche logique.
meilleure que la personne qui vous dit tout de suite « je suis envoûté, je suis possédé, il faut m'exorciser ». Alors, dans le scénario, on a déjà